Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour parler conception numérique et surtout l'influence des big tech, ces grandes entreprises du numérique, dans notre façon de concevoir au quotidien. On entend beaucoup parler de l'influence des big tech sur les utilisateurs, mais beaucoup moins sur les concepteurs. Or, on a une double responsabilité ou une double peine, à la fois en tant qu'utilisateurs, nous-mêmes, mais aussi en tant que concepteurs. Vous et moi, on est au cœur du système. On conçoit le numérique d'aujourd'hui et de demain, et on peut décider ensemble de son nouveau visage. Je me présente, je m'appelle Alizée Collin, je suis consultante en numérique responsable chez Digital for Better, et j'ai conçu un média qui s'appelle Le Bon Digital à propos du numérique responsable. Je vais faire un petit disclaimer, j'utilise beaucoup le terme de design durant cette conférence. Je sais que je suis face à beaucoup de devs, d'architectes, etc. J'y inclus tout le monde. C'est vraiment le terme de design au sens de conception. On a tous un rôle à jouer là-dedans. Donc comment sortir de l'influence des big tech dans notre manière de concevoir? Reprenons depuis le début. L'économie numérique étant basée sur le modèle capitalistique que nous connaissons tous, les grandes entreprises de la tech, tout comme les petites, ne dérogent pas à la règle. Elles doivent faire du profit. Et pour faire du profit à l'ère numérique, on a besoin d'une ressource. La donnée, aussi dit data, ou plutôt la big data, un lot d'une quantité astronomique de données. Ces données, elles ne sont pas sur n'importe quoi, elles sont sur nous, sur notre façon de voir le monde, d'y consommer et d'y vivre. Et les entreprises numériques, les nôtres, savent comment les collecter et les exploiter à merveille pour nous inciter à consommer chez eux. Donc leur but étant de collecter un maximum de données. Et pour cela, ces entreprises, nos entreprises, ont besoin de deux éléments clés. Notre attention et nos biais cognitifs. Notre attention, d'une part, dans le but de la capter et de la garder le plus longtemps possible, et nos biais cognitifs de l'autre, c'est-à-dire les failles naturelles présentes dans nos cerveaux, pour nous guider et guider nos choix. Donc, l'exploitation de ces deux éléments clés se fait par des techniques de conception qui ont été conçues par les plus grandes boîtes et qui sont utilisées même par les plus petites. On a le design d'attention d'un côté et le design de persuasion de l'autre. Ces deux types de conception peuvent être aussi mises sous le terme de captologie. Donc je vous propose de plonger dans une première typologie de conception, le design de persuasion. Le design de persuasion vient chercher dans les failles naturelles de nos cerveaux pour nous faire des choses que nous ne souhaitons pas faire. Ça fait beaucoup faire dans une seule phrase, j'en conçois. Mais ce design de persuasion-là, il peut être utilisé, en tout cas certains disent que c'est possible, l'utiliser pour le bien commun et dans un but voilà, pour améliorer la société. Dans ce terme hyper sympa, on appelle ça un nudge, très tendance. Ça cartonne chez la Startup Nation. Mais il y a un côté obscur à la force. Et quand on utilise le design de persuasion pour servir uniquement les intérêts des entreprises et desservir les intérêts de l'utilisateur, on appelle ça des dark patterns, ou design trompeur en français. Il existe autant de dark patterns qu'il existe de biais cognitifs, donc une multitude. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de tomber sur ces... J'entends des rires, vous êtes tous tombés dessus. Cet élément, cette offre partenaire, on est beaucoup à être tombé dessus sur des sites de confiance, sur des sites français. Là, on a une capture d'écran de la Fnac. Donc la Fnac nous met en avant, après qu'on ait consommé chez eux, sur leur site internet, une offre partenaire qui nous propose de nous faire rembourser une partie de notre panier. Incroyable. C'est le rêve de tout le monde, je pense. Donc on se dit, génial, Eureka, on peut se faire rembourser une partie de notre panier. On est sur un site de confiance, site français, qui met en avant cet élément-là. Qui plus est, cet élément-là reprend les mêmes codes graphiques que sur l'ensemble de la plateforme.
Donc on a du noir, du orange, un peu les codes couleurs de la Fnac. On est sur de la même typographie, police d'écriture. Donc on se dit, pas de problème. C'est justement ça la chose. C'est justement ça que cette offre partenaire veut nous faire croire. Cette offre partenaire se base sur notre biais de croyance, c'est-à-dire sur notre tendance à nous fier à nos propres croyances pour arriver à une conclusion que nous-mêmes avons déjà établie. C'est-à-dire qu'on va additionner tout ce qui nous paraît OK pour arriver sur la conclusion où on se dit que tout devrait bien se passer. Sauf que quand on clique sur cette offre partenaire, on se retrouve renvoyé vers un site tiers qui nous propose un abonnement mensuel à 20 € par mois, quelque chose comme ça, pour nous faire rembourser une partie de nos paniers. Sauf qu'en fait, c'est une arnaque totale qui a débité des milliers d'utilisateurs en France et qui applique le design de persuasion à merveille. Concrètement, si on résume un petit peu cette première partie, la question de l'éthique dans le design se pose lorsque celui-ci nous enlève notre pouvoir de choisir librement. On y est, total. Là, cette offre-là vient jouer sur nos failles de nos cerveaux pour guider nos choix. Donc en fait, on n'a plus notre libre arbitre. C'est ça le problème du design de persuasion. Je vous ai parlé de cette typologie de design. On a aussi le design d'attention, très plébiscité dans les big tech, qui a été théorisé par Nir Eyal dans les années 2000, dans un livre qui s'appelle The Hook, littéralement l'hameçon en français. Ça pose des bases. The Hook est un cycle de 4 étapes qui vient ancrer une habitude chez les utilisateurs. Pour rappel, quand on a une habitude, le cerveau arrête de s'impliquer consciemment dans l'action pour la mener. On est en mode pilote automatique total. Donc, il y a ce cycle est utilisé par beaucoup d'entreprises pour ancrer des habitudes chez les utilisateurs et leur faire faire des choses de manière totalement inconsciente. Pour détailler un petit peu ce cycle-là, la première étape est le déclencheur. Ça peut être un déclencheur de type interne, on s'ennuie à mort, on ne sait pas quoi faire, ou un déclencheur externe, une notification. Quelqu'un de nouveau nous suit, on a aimé notre post, truc super, qui nous emmène à la deuxième étape, l'action. Là, on va se dire, on va arriver sur la plateforme, Twitter, par exemple, ou n'importe quel réseau social. Ensuite, on arrive à la troisième étape. Quelle est la micro-tâche qu'on va faire faire à l'utilisateur pour qu'il passe d'un sentiment passif à actif dans ce cycle-là? On va impliquer l'utilisateur dans ce cycle. Donc ça, c'est le faire débarquer sur le fil d'actualité, avoir du scroll infini et voilà, le faire liker des posts, suivre des personnes. Et ce micro-investissement-là, cette implication-là, va mener à une récompense. Oh, dingue, il y a quelqu'un de nouveau qui nous suit. Ou nos j'aime sur nos posts augmentent. Et cette récompense est bien souvent de typologie et de fréquence variable. Et c'est ça aussi le cœur de ce cycle. Cette récompense variable fait tout droit référence à la boîte de Skinner, qui est une expérience faite par le professeur Skinner dans les années 30. Concrètement, il met des souris dans une boîte. Les souris peuvent avoir de la nourriture en actionnant un levier. Et le professeur Skinner s'est rendu compte qu'en ne mettant pas toujours de la nourriture en face du levier quand il est actionné, les souris reviennent encore plus souvent. Donc on est un peu des souris dans la boîte des big tech, quoi, finalement. Ils nous prennent un peu pour des souris. Mais ça marche. Et le pire, c'est que cette récompense-là peut devenir un déclencheur. La récompense, le fait que quelqu'un nous suive, ça peut devenir une notification derrière, qui nous fait revenir encore sur la plateforme et qui nous fait faire ce cycle sans s'arrêter. Alors pourquoi c'est problématique ? Concrètement, ce cycle-là, il est déjà appliqué à peu près partout sur les réseaux sociaux et sur bien d'autres plateformes. Il vient déclencher notre système dopaminergique, c'est-à-dire qu'on va sécréter de la dopamine, l'hormone du plaisir et de la motivation. C'est la même typologie de conception que pour les machines à sous du casino.
Pourtant, on est tout à fait au fait de l'addiction créée par les machines à sous du casino. Beaucoup moins par le numérique. Et c'est beaucoup moins régulé aussi. Tristan Harris, un ex-ingénieur de chez Google, le résumait plutôt bien. Il disait que le but du persuadant, de l'entreprise, est différent de celui qui est persuadé. On sert les intérêts de l'entreprise et on dessert l'utilisateur. Autrement dit, quand les entreprises boivent, les utilisateurs trinquent. Et on traque de fou. Addiction, anxiété, il y a énormément de conséquences à ce design d'attention-là. Un Français sur 3 se dit être totalement accro aux écrans. 60% disent ne pas pouvoir passer une journée sans toucher à leur téléphone, enfin leur smartphone. C'est énorme. De l'anxiété aussi. On a peur maintenant de passer à côté d'informations qui nous paraissent essentielles, alors qu'au final, pas vraiment. C'est ce qu'on appelle le FOMO, ou Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de quelque chose. Et c'est un mal qui touche beaucoup les jeunes générations, mais pas que. Ça s'infuse vraiment sur tous les pans de la société. Ensuite, en tant que concepteur, il y a une certaine perversion dans ce que l'on conçoit. Notamment au niveau des réseaux sociaux, où on a vu l'apparition de bulles de pensée. En fait, tous les posts qu'on voit, tous les gens qu'on suit, c'est un peu déjà le reflet de nous-mêmes. On pense déjà ce qu'ils pensent, on est à peu près d'accord avec eux, et on ne sort jamais de cette bulle-là. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une polarisation des opinions. Il y a de moins en moins de nuances et de ponts qui se créent entre les bulles, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de communication entre les bulles, et il y a plus en plus de tensions. Et ça, c'est pas que dans le numérique. Il y a vraiment des conséquences dans la vraie vie. On l'a vu sur des tensions, notamment sur des... je sais plus ce que je voulais dire. Sur des présidentielles, notamment aux États-Unis, mais aussi en France. On a aussi un élément, un phénomène qui est aux États-Unis et qui vraiment sort de manière assez mondiale, qui s'appelle le Snapchat Dysphoria, où des jeunes filles surtout, passent par la chirurgie esthétique pour pouvoir ressembler aux filtres qu'elles se mettent sur, enfin qu'on se met tous d'ailleurs peut-être, sur Instagram et sur Snapchat. Là aussi, on a une belle conséquence dans la vraie vie. Je vous ai beaucoup parlé des typologies de conception des big tech et des conséquences liées à ces plateformes-là. En fait, le design de persuasion, le design d'attention, toute cette captologie-là, nous aussi on l'inclut et on le pratique au quotidien. Ça peut être par le fait de devoir, en tant qu'utilisateur, communiquer son adresse email pour pouvoir accéder à des contenus. Un replay de webinaire, un livre blanc. Ça peut être aussi par le fait de récompenser par des badges l'engagement et l'implication des utilisateurs sur notre plateforme. Ça aussi, c'est du design d'attention. Ça peut être aussi par le fait de créer des notifications pour inciter les utilisateurs à consommer chez nous. Vraiment, le design d'attention, c'est la base du système de notification qu'on crée. Et des fois, on le fait de manière totalement inconsciente. En tout cas, en tant que concepteur, on n'a pas toujours conscience des conséquences qui pourraient être induites par ce que l'on conçoit. Mais on a un devoir de vigilance et de responsabilité pour le numérique d'aujourd'hui et pour le numérique de demain. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà regardé ce documentaire, Derrière nos écrans de fumée, ou The Social Dilemma. Ce qui est très intéressant dans ce documentaire, malgré le fait que ce soit un produit lui-même d'une grande entreprise du numérique, c'est qu'on a une quinzaine d'interviews d'ex-collaborateurs de la Silicon Valley et de Big Tech. Et ce qu'ils disaient, c'est qu'à l'époque, dans les toutes premières conceptions, ils n'avaient pas l'impression de faire du mal. Ils pensaient à aucun moment que concevoir un bouton « j'aime » pour du contenu, ça allait créer autant d'anxiété chez les jeunes, ou même sur tout utilisateur. Alors pourquoi on conçoit ainsi? En fait, l'hypercompétitivité entre les plateformes numériques nous pousse à répondre à des objectifs sur des indicateurs liés à l'accroissement de notre audience, au nombre de clics,
au temps passé sur les plateformes. En fait, le design d'attention, le design de persuasion, c'est tellement devenu la norme qu'on a arrêté de se poser les questions. On nous fait des conférences sur le sujet, on nous vend des livres comme The Hook, on nous vend les bénéfices économiques de concevoir ainsi. On a oublié de les remettre en question, ces techniques de conception-là. Du coup, on arrive dans une ère post derrière nos écrans de fumée, où on se trouve avec une certaine schizophrénie dans notre manière de concevoir. On prend conscience de ce qui se passe, on prend conscience qu'il y a une anxiété généralisée, qu'il y a énormément d'externalités négatives à ce que l'on conçoit dans le numérique, mais on n'arrive pas trop à savoir comment agir. La Fing, dans un document qu'elle avait publié il y a plusieurs années, qui s'appelle « Pour un rétro-design de l'attention », dessinait bien cette ère dans laquelle on se trouve et explique que les services nous plongent dans leur propre schizophrénie et hypocrisie, nous sommant de nous déconnecter tout en concevant des services qui renforcent toujours plus l'addiction et la compulsion. Autrement dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Quand on voit le succès des grandes entreprises du numérique, de ces big tech-là, on a envie de connaître ce succès aussi. Du coup, on conçoit avec les mêmes typologies de conception qu'eux, on reproduit la même chose, on suit les tendances et on base des objectifs sur des indicateurs qui devraient être obsolètes. En fait, c'est là le point de bascule. On peut se permettre de changer les objectifs, changer les indicateurs et changer notre manière de les atteindre. Pour réciter un questionnement de la Fing, que changerait aux stratégies des concepteurs le fait d'avoir des systèmes attentionnellement respectueux des utilisateurs? Qu'est-ce que ça libérerait? Est-ce qu'on a vraiment besoin de concevoir ainsi pour arriver au succès? Et qu'est-ce que c'est le réel succès? De manière plus pragmatique, on peut commencer vraiment à changer les choses au quotidien, en tant que designer, que développeur, qu'architecte, que de chef de projet, de product owner. Et moi, j'adore la technique des 3 U. Utile, utilisable, utilisé. L'objectif est de concevoir des services numériques utiles, utilisables, utilisés. Utile dans un premier temps, dont l'existence même répond à un besoin ou à un objectif de bien commun. Ensuite, utilisable. Est-ce que ma plateforme est vraiment utilisable pour les utilisateurs? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est plus inclusive qu'exclusive? Est-ce qu'elle est accessible à tous, pour des personnes en situation de handicap, moteur, psychique, etc. Pour des personnes ayant des connexions bas débit, parce que c'est aussi ça. Si on conçoit et qu'on fait ce qu'on appelle un petit peu de l'obésiciel, donc concevoir toujours plus avec des poids de page toujours plus grands, en fait, les utilisateurs qui sont en zone blanche, ils n'arrivent pas à faire fonctionner les plateformes. Et ensuite, utiliser. Évaluer l'utilisation de nos services, ça nous permet de savoir si celui-ci est utile ou utilisable. Concrètement, si mon service n'est pas utilisé, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit il n'est pas vraiment utile, il ne répond pas à un besoin, il ne trouve pas son public, et à la fois peut-être qu'il n'est pas utilisable. Donc ça, c'est une technique plutôt intéressante pour se poser des questions tout au long du cycle de vie de conception. De manière encore plus pragmatique, le but, c'est de se poser les bonnes questions tout au long du projet. Ça peut être, première question, est-ce que mon service ou cette fonctionnalité-là dans mon service vient bafouer les droits fondamentaux de mes utilisateurs? Le choix, par exemple. Est-ce que je vais un peu guider le choix de mon utilisateur ou pas? Ensuite, le détournement. Comment mon service peut-il être détourné de la mauvaise manière? Quelles pourraient être les pires externalités négatives de mon service? En fait, en posant ces questions-là dès le départ, potentiellement on peut les anticiper et on peut être les garde-fous pour éviter des détournements négatifs. Ensuite, l'utilité.
qui est la base même d'un numérique plus éthique et plus sobre, les deux vont de pair. L'utilité dans la fonctionnalité en elle-même ou dans le service au global. Mais déjà, la fonctionnalité en elle-même. Est-ce que ma fonctionnalité là actuellement a un sens dans mon projet? Sinon, on peut l'enlever, potentiellement. Ensuite, les déclencheurs ou les déclenchements, ce dont on évoquait tout à l'heure, quand on a des déclencheurs externes, on peut se poser la question de la fréquence des déclenchements, des typologies de déclenchement. Est-ce que c'est purement pour les inciter à consommer? Est-ce que c'est vraiment d'ordre indicatif? Repenser et aller plus loin et creuser le système de notification. Et ensuite, les indicateurs, les KPI, Key Performance Indicators, avec cet accent de malade. Les indicateurs, on peut se permettre de les changer. Et si on évaluait plutôt la satisfaction utilisateur? Il y a des méthodes en UX qui permettent de faire ça. Est-ce qu'on n'irait pas plutôt évaluer la rapidité de remplissage d'une tâche ou d'une unité fonctionnelle? Est-ce qu'on n'irait pas aussi évaluer, par exemple, la baisse d'appel au service client ou à l'assistance? Là, on a des indicateurs un peu plus utiles. Ensuite, les données. Est-ce que les données que je collecte sont vraiment essentielles au fonctionnement de mon service? Est-ce que j'en collecte pas trop? Est-ce que je suis dans le cadre du RGPD? Est-ce que les outils que j'utilise sont dans le cadre du RGPD? Pour rappel, la CNIL nous a quand même dit qu'utiliser Google Analytics ne nous permettait pas d'être dans le cadre du RGPD. C'est se reposer les questions au quotidien. Et aussi la personnalisation de la plateforme. Est-ce que je laisse assez la main à mon utilisateur pour qu'il personnalise son expérience? Si je ne le fais pas, il va le faire tout seul. Il va prendre un bloqueur de publicité, il va aller directement dans le système d'exploitation pour supprimer toutes les notifs. Ça va être ça. Alors que si je lui laisse la main pour personnaliser ses canaux de notification, sa fréquence de notification, les sujets de notification, là, on peut déjà avoir des premiers changements et une meilleure expérience utilisateur. En clair, on pourrait se dire que ce n'est pas notre rôle de reposer des questions tout au long du projet, qu'en tant que designer, que développeur, c'est pas trop notre rôle à faire, ou pire qu'il y a bien quelqu'un d'autre qui le fera pour nous. Mais en fait, vraiment, chacun, à notre échelle, on peut vraiment faire la différence. Poser une question dans une réunion, soulever un point de questionnement, se re-questionner sur le système de notification, se re-questionner sur les fonctionnalités, sur l'existence même de notre service, oser poser les questions et oser re-questionner l'existant, oser re-questionner notre façon de concevoir au quotidien. Chaque question, chaque décision, chaque fonctionnalité peut faire la différence sur des centaines, sur des milliers, sur des millions d'utilisateurs. Vous et moi, au quotidien, on peut faire la différence. Et on est des garde-fous entre un numérique éthique et un numérique nocif. Et le but, c'est de concevoir un numérique dont le visage est plus responsable, raisonnable, raisonné. En tout cas, moi, j'espère qu'à mon échelle, ce matin, j'ai pu ouvrir cette réflexion. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée de conférence.